Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On va se pencher aujourd'hui sur la République en Côte d'Ivoire. Un sujet passionnant. Ah oui, vraiment. Comment ce pays, avec toute sa diversité, arrive à maintenir un sentiment d'unité si fort? C'est la question qu'on va explorer. Mhm. On s'appuie aujourd'hui sur un article vraiment pertinent. Oui. Il s'intitule « La République en Côte d'Ivoire, un cadre pour la diversité et l'unité ». D'accord. C'est écrit par Kwasi Ourega Goblet, un citoyen numérique et consultant en intelligence artificielle. Intéressant. Ensemble, on va essayer de comprendre comment une nation avec autant de croyances religieuses et d'opinions politiques peut réussir à créer une identité commune. Pas facile, hein? Absolument. Et c'est encore plus fascinant vu le contexte actuel. On voit des divisions de plus en plus partout dans le monde. Oui, c'est vrai. Et l'article souligne un principe clé dès le départ, la souveraineté populaire. On comprend que le peuple est vraiment au cœur du système politique ivoirien. Mais au lieu de rester sur une définition simple, est-ce qu'on peut creuser un peu? Comment ce principe s'est-il ancré historiquement en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec d'autres structures de pouvoir en Afrique? Excellente question. La souveraineté populaire en Côte d'Ivoire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est le fruit d'une longue lutte Ah oui? pour l'indépendance et la démocratie. Si on regarde l'histoire du pays, on voit que ce principe est lié à la volonté de rompre avec le passé colonial et de construire un système politique où le peuple est maître de son destin. Et oui, il y a des échos de ce mouvement dans d'autres pays africains, d'accord, qui ont lutté pour leur autodétermination. C'est vraiment intéressant de voir comment un principe aussi fondamental a façonné l'histoire du pays. Mais concrètement, comment ça traduit pour les citoyens? On parle d'une nation avec plein de religions différentes. Oui, Musulmans, chrétiens et adeptes de religions traditionnelles africaines. Comment est-ce que la souveraineté populaire permet de s'assurer que tout le monde se sente inclus, respecté? là on arrive à un autre point crucial soulevé par l'article, la laïcité. Elle est présentée comme une pierre angulaire de la République ivoirienne. Oui. Mais attention, on ne parle pas de laïcité au sens strict de séparation de l'Église et de l'État. C'est plus nuancé que ça en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est là que j'ai besoin de vous. Expliquez-moi, qu'est-ce qui rend la laïcité ivoirienne unique? Comment est-ce qu'elle s'applique concrètement dans un pays où la religion a une place si importante dans la vie des gens? La laïcité à l'ivoirienne, c'est un outil pour garantir la liberté de conscience et de religion pour tous. D'accord. L'État reste neutre face aux différentes religions, mais il protège le droit de chacun de pratiquer sa foi ou de ne pas en avoir. En même temps, la laïcité ivoirienne reconnaît l'importance du dialogue interreligieux Oui. et encourage la collaboration entre les différentes communautés pour le bien commun. C'est fascinant, cette idée de la laïcité comme un outil de dialogue plutôt que de simple séparation. Mais est-ce que ça suffit pour garantir l'harmonie sociale? Imaginons, des groupes religieux ont des visions opposées sur une question de société importante. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire gère ces situations potentiellement explosives? C'est là que l'état de droit entre en jeu, un autre principe fondamental de la République ivoirienne. L'article insiste sur le fait que tout le monde, des citoyens ordinaires aux plus hauts dirigeants, est soumis aux mêmes lois. Oui. C'est ce qui permet de garantir l'égalité de tous devant la justice et de prévenir les abus de pouvoir. Donc, si je comprends bien, la loi sert de cadre pour encadrer la liberté religieuse Exactement. et éviter que ça ne déborde en conflit. Mais est-ce qu'il y a des exemples concrets où l'État de droit a joué ce rôle de protecteur en Côte d'Ivoire? Absolument. Prenons un exemple récent. Il y a eu un débat houleux sur la construction d'un lieu de culte, dans une zone habitée par différentes communautés religieuses. Certains groupes s'y opposaient, craignant que cela ne perturbe l'équilibre social. La justice ivoirienne a tranché en faveur de la construction, mais en imposant des conditions strictes, D'accord. pour respecter les libertés de culte de chacun et garantir la paix sociale. C'est un exemple concret de comment l'État de droit agit comme un garde-fou Oui, je vois. pour protéger les droits individuels tout en préservant l'harmonie collective. C'est un exemple vraiment parlant. On voit bien comment la laïcité et l'État de droit s'imbriquent pour gérer la diversité religieuse en Côte d'Ivoire. On a donc la souveraineté populaire comme base, la laïcité pour encadrer la liberté religieuse et l'État de droit pour assurer le respect des lois par tous. Mais est-ce que ce triptyque suffit pour garantir une république solide et durable? L'article va plus loin. Il souligne l'importance d'un autre principe fondamental, la séparation des pouvoirs. En Côte d'Ivoire, comme dans toute république moderne, le pouvoir est divisé entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
C'est un mécanisme crucial pour prévenir les abus de pouvoir et garantir la transparence. Ah oui, le fameux principe des checks and balances. Mais comment est-ce que cette séparation des pouvoirs s'applique concrètement en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'article donne des exemples? Bien sûr. L'article mentionne le rôle crucial de la Cour constitutionnelle ivoirienne. Oui. Cette institution a le pouvoir de contrôler la conformité des lois votées par le Parlement avec la Constitution. Récemment, la Cour a invalidé une loi Ah bon? qui portait atteinte à la liberté d'expression. C'est un exemple concret de comment la séparation des pouvoirs permet de protéger les droits fondamentaux des citoyens. C'est une illustration claire de la manière dont la séparation des pouvoirs fonctionne en pratique. On voit quand la Cour constitutionnelle agit comme un contrepoids. Pour éviter que le pouvoir législatif ne dépasse ses limites. Mais on a aussi parlé de la diversité d'opinions politiques en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que la République gère cette pluralité politique? Eh bien justement, la séparation des pouvoirs joue un rôle crucial dans ce domaine aussi. En garantissant l'indépendance du judiciaire, on s'assure que les partis politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, sont tous soumis aux mêmes lois D'accord. et traités de manière équitable par les tribunaux. C'est vraiment intéressant de voir comment la séparation des pouvoirs a un impact sur tellement d'aspects de la vie politique en Côte d'Ivoire. On a vu comment la souveraineté populaire, l'état de droit et la séparation des pouvoirs constituent les piliers de la République en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces principes se traduisent dans la vie de tous les jours des Ivoiriens. Oui, on a parlé de concepts, de lois, d'institutions. Mais comment tout cela impacte le citoyen lambda? Est-ce qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance à cette République? Un sentiment que ces principes protègent et font avancer la société? L'article de Kwasi Urega-Goblet ne dresse pas qu'un portrait idéaliste de la République. Il explore aussi les défis, Ah oui. les contradictions. Inhérents à ce modèle, par exemple, on a parlé de la laïcité comme un outil de dialogue interreligieux. Oui. Mais dans la réalité, est-ce que ce dialogue est toujours facile? C'est vrai, on peut imaginer des situations où le dialogue se transforme en confrontation, surtout quand des valeurs religieuses s'opposent à des politiques publiques. Prenons un sujet sensible comme le mariage homosexuel, comment la Côte d'Ivoire, avec sa tradition religieuse forte, gère ce genre de débat? C'est une question complexe. D'un côté, la laïcité garantit la liberté de conscience individuelle. De l'autre, elle doit composer avec les sensibilités religieuses d'une grande partie de la population. Sur des sujets comme le mariage homosexuel, le débat public est souvent passionné. L'État doit naviguer prudemment entre le respect des droits individuels et la préservation de la cohésion sociale. Un vrai exercice d'équilibriste. Et ça montre bien que la République, ce n'est pas un système parfait. C'est un processus en constante évolution, qui doit s'adapter aux réalités sociales. Mais au-delà de ces questions de société, il y a aussi la question de la corruption. Un fléau qui touche beaucoup de pays africains. Comment la Côte d'Ivoire lutte contre ce problème? Est-ce que les principes de la République sont des armes efficaces contre la corruption? L'article aborde ce point. Il souligne le rôle crucial de la séparation des pouvoirs. En théorie, la division du pouvoir entre les différentes institutions est censée limiter les risques de corruption. Chaque pouvoir surveille les autres, ce qui rend plus difficile pour un individu ou un groupe de s'accaparer les ressources de l'État. Mais est-ce que ça marche vraiment en pratique? On a souvent l'impression que la corruption est tellement ancrée dans certains systèmes qu'il est impossible de l'éradiquer, même avec des institutions solides. Vous avez raison de le souligner. La séparation des pouvoirs n'est pas une solution miracle. Elle doit être accompagnée d'autres mesures, comme une justice indépendante et efficace, une presse libre qui puisse dénoncer les abus, et une société civile active, qui exerce un contrôle citoyen sur les institutions. Donc, en plus des principes fondamentaux de la République, il faut aussi une vraie volonté politique de lutter contre la corruption et une mobilisation de toute la société. Absolument. La République, ce n'est pas un système automatique. C'est un projet collectif qui demande l'engagement de tous les citoyens. L'article de Kwasi Urega-Goblet met en avant des exemples inspirants d'Ivoiriens qui, à leur niveau, contribuent à faire vivre la République au quotidien. J'aimerais bien qu'on explore ces exemples. C'est important de montrer que la République, ce n'est pas juste une affaire d'élite ou d'institution, mais que ça se joue aussi dans les actions concrètes des citoyens. Par exemple, l'article mentionne le travail d'une association de jeunes. Qui se mobilise pour promouvoir l'éducation civique dans les quartiers défavorisés. Il organise des ateliers, des débats, des projections de films, pour sensibiliser les jeunes à leurs droits et responsabilités en tant que citoyens. C'est formidable. C'est une initiative qui montre que la République, ça s'apprend, ça se transmet. Et que les jeunes générations ont un rôle crucial à jouer dans ce processus. Y a-t-il d'autres exemples de ce type? Oui, l'article parle aussi d'un collectif d'artistes D'accord. qui utilisent la musique et le théâtre pour dénoncer les injustices sociales et promouvoir les valeurs de la République. Ils organisent des spectacles dans les villages et les quartiers populaires, créant un espace de dialogue et de réflexion collective.
Ces exemples sont vraiment encourageants. On voit que la République en Côte d'Ivoire, ce n'est pas juste un concept théorique, mais une réalité qui se construit jour après jour par l'engagement des citoyens. Et c'est ce qui rend ce modèle si intéressant à observer. La République ivoirienne est un laboratoire d'idées, un espace d'expérimentation, où l'on cherche à adapter les principes de la République aux réalités d'un pays africain en pleine transformation. Un processus passionnant avec ses succès et ses défis. Mais il est clair que la Côte d'Ivoire a choisi de miser sur la République, comme fondement de son développement, et qu'elle s'efforce de faire vivre ses principes au quotidien. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de ce deep dive. La République n'est pas un modèle figé. C'est un projet en construction qui demande vigilance, engagement et adaptation permanente. On a exploré les fondements de la République en Côte d'Ivoire, ses mécanismes, ses défis et même ses contradictions. Mais au final, la question qui me reste, c'est quel est l'impact concret de tout ça sur la vie des Ivoiriens? Est-ce que la République est une réalité pour eux? Ou est-ce que ça reste un concept abstrait? C'est la question essentielle. Et l'article de Kwasi Ouega-Goblé nous invite à aller plus loin, au-delà des discours et des institutions, pour observer comment la République se vit au quotidien. Il met en lumière les aspirations, les frustrations, mais aussi l'espoir que ce modèle suscite chez les citoyens. J'imagine que pour beaucoup d'Ivoiriens, la République représente la promesse d'un avenir meilleur, d'une société plus juste et plus prospère. Oui. Mais comment cette promesse se traduit concrètement? Est-ce que les citoyens ont le sentiment que leur voix compte, que leurs droits sont respectés, que l'État est à leur service? L'article souligne l'importance de l'éducation comme vecteur essentiel de la citoyenneté. D'accord. Pour que la République fonctionne, il faut des citoyens éclairés, conscients de leurs droits et de leurs devoirs, capables de participer à la vie publique. Oui. La Côte d'Ivoire a fait des efforts pour améliorer l'accès à l'éducation, mais des défis persistent, notamment en termes d'inégalité d'accès, entre les régions et les milieux sociaux. C'est un point crucial. L'éducation, c'est la clé pour que la République ne soit pas juste un héritage, mais un projet vivant, porté par des citoyens engagés et responsables. Mais au-delà de l'éducation, quels sont les autres leviers pour que la République devienne une réalité pour tous les Ivoiriens? L'article met en avant le rôle de la société civile. Oui. Des associations, des ONG, des collectifs de citoyens se mobilisent sur tout le territoire pour défendre les droits humains, promouvoir la justice sociale, lutter contre la corruption et faire entendre la voix des plus marginalisés. Ce tissu associatif dynamique est un signe encourageant. Il montre une vraie volonté citoyenne de participer à la construction de la République. C'est inspirant de voir ces initiatives citoyennes qui contribuent à faire vivre la République au quotidien. Face à des défis importants comme la pauvreté, le chômage, les inégalités sociales, est-ce que ces actions locales suffisent? N'est-il pas un risque que la République reste un idéal inaccessible pour beaucoup? C'est un risque réel et c'est pourquoi il est essentiel que l'État assume son rôle. La République, ce n'est pas juste un ensemble de principes et d'institutions. D'accord. C'est aussi un projet de développement, une ambition collective, pour améliorer le bien-être de tous les citoyens. Oui. Cela implique des politiques publiques ambitieuses, en matière d'accès aux soins, à l'emploi, au logement, à la culture. Donc pour que la République prenne tout son sens en Côte d'Ivoire, il faut un engagement conjoint de l'État, de la société civile et de chaque citoyen. C'est un travail de longue haleine qui demande de la persévérance, de la solidarité et une vision partagée de l'avenir. Exactement. La République ivoirienne est à la croisée des chemins. Elle a fait le pari de la démocratie, de la laïcité, de l'État de droit. Le chemin est long, mais il y a de l'espoir. L'engagement des citoyens, la vitalité de la société civile et la volonté de l'État de bâtir une société plus juste et plus inclusive sont des signaux encourageants pour l'avenir de la République en Côte d'Ivoire. C'est une note d'espoir qui conclut bien notre deep dive. Merci à Kwasi Ouega-Goblé pour son analyse. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette exploration de la République en Côte d'Ivoire. J'espère que ce voyage au cœur de la République ivoirienne vous aura inspiré pour construire un monde plus juste et plus solidaire. À bientôt pour un nouveau deep dive.